Observe ceux qui évoluent vraiment, et tu verras qu'il existe un schéma. Peu importe le domaine, travail, argent, corps ou décision personnelle, ce n'est pas une question de talent, de chance ou d'exposition. C'est une question de préparation, de posture et d'autocontrôle. Pendant que beaucoup dépensent leur énergie à essayer de paraître quelque chose, d'autres construisent en silence. C'est ce schéma qui sépare ceux qui grandissent de ceux qui ne font que s'agiter. C'est de cela que parle cette vidéo. Quand tu observes ceux qui grandissent réellement, tu remarques qu'il existe un socle à 3 piliers qui soutient ce niveau. Étudier, s'entraîner, garder le silence. Étudier, c'est nourrir l'esprit avec de la clarté. C'est apprendre à voir ce qui passait auparavant inaperçu. S'entraîner, c'est créer de la résistance. Pas seulement dans le corps, mais dans l'esprit. C'est s'apprendre à soi-même à continuer même lorsque la volonté faiblit. Garder le silence, c'est protéger ton énergie, tes plans et ton processus. C'est ne pas échanger un progrès réel contre une validation rapide. Ces 3 pratiques réunies forment quelqu'un de dangereux. Dangereux parce qu'il ne dépend pas de la validation. Dangereux parce qu'il ne réagit pas sous l'impulsion. Dangereux parce qu'il est trop occupé à évoluer pour avoir besoin de se justifier. Aujourd'hui, tu vas apprendre à appliquer cela concrètement. Dans cette vidéo, je vais te présenter 7 méthodes stoïciennes, applicables au quotidien pour transformer ta mentalité, ta posture et ton comportement. Parce qu'étudier sans appliquer ne soutient aucun changement. S'entraîner sans constance ne crée aucune base. Et trop parler sans agir ne construit rien. Ici, tu vas apprendre à utiliser ces 3 pratiques comme un code personnel pour mieux penser, agir avec plus de fermeté et arrêter de gaspiller ton énergie. C'est à ce moment-là que quelqu'un devient différent. Tu ne penses plus de la même façon. Tu ne réagis plus de la même façon. Tu ne te positionnes plus de la même façon. Alors grave bien cela. Étudie pour voir ce que les autres ignorent. Entraîne-toi pour supporter ce que les autres évitent. Garde le silence pour ne pas gaspiller ta force. Maintenant, commençons. Méthode numéro 1. Étudie pour devenir intelligent. As-tu déjà eu l'impression que tu pourrais être bien plus intelligent que tu ne l'es aujourd'hui, mais que quelque chose te ramène en arrière en permanence, comme s'il existait une version de toi, plus claire, plus calme et plus sûre, enfermée dans ton propre esprit, qui essaie de sortir mais sans espace. La vérité est dure, mais la comprendre change tes actions. Personne n'aura pitié de toi parce que tu ne sais pas. Le monde ne ralentit pas parce que tu n'as pas compris comment les choses fonctionnent. Les factures arrivent, les décisions surgissent, les opportunités passent, les gens parlent. Et si tu n'es pas préparé, tu ne choisis pas, tu réagis simplement. Et vivre ainsi épuise énormément. Épuise parce que tu passes ton temps à éteindre des incendies qui auraient pu être évités. Quand je dis « étudie pour devenir intelligent », il ne s'agit pas de devenir un génie ou de remplir un mur de diplômes. Il ne s'agit pas de statut, il s'agit de survie émotionnelle et de clarté pratique. Il s'agit de comprendre la vie suffisamment pour ne pas être trompé, ne pas être entraîné par les autres, et surtout ne pas être prisonnier de tes propres émotions. Sénèque disait « L'esprit qui n'est pas nourri tombe malade ». Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas tristes parce que la vie est impossible, mais parce qu'ils vivent sans profondeur, sans comprendre pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent et pourquoi ils répètent les mêmes schémas. Pense à des situations simples, du quotidien. Tu signes quelque chose sans lire et tu te mets en difficulté. Tu t'endettes parce que tu ne comprends pas comment fonctionnent les intérêts. Tu restes dans une relation mauvaise parce que tu ne comprends pas les limites, l'estime de soi ou les schémas émotionnels. Tu discutes de société, d'avenir, de politique ou de réussite sans avoir lu une seule page sur ces sujets. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tout semble mal tourner. Parce que sans études, tu avances dans le noir. Et celui qui avance dans le noir accepte n'importe quelle main qui se présente. Un vendeur mal intentionné, un gourou d'Internet, un ami toxique, un supérieur manipulateur. Et parfois, celui qui te trompe le plus, c'est toi-même, quand tu crois tout ce que tu ressens, sans comprendre quoi que ce soit à ce que tu penses. Épictète disait « Seuls les instruits sont libres. » Libres de quoi? Libres de tomber dans les mêmes pièges, libres de répéter les mêmes erreurs, libres de vivre en pilote automatique. Étudier, c'est reprendre le commandement de sa propre vie. Et quand je parle d'étudier, je ne parle pas de devenir universitaire, d'utiliser des mots compliqués ou de citer des auteurs pour impressionner.
Cela, bien souvent, n'est que de la vanité. L'étude que je propose est simple, directe et appliquée. Apprendre pour mieux vivre. Par exemple, tu as des problèmes avec l'argent? Étudie les bases des finances personnelles, organisation des dépenses, intérêts, dettes, emprunts. Tu souffres d'anxiété? Lis sur les émotions, la psychologie, la philosophie. Comprends comment l'esprit fonctionne avant de croire tout ce qu'il te raconte. Tu as l'impression que les gens te marchent dessus. Étudie la communication, les limites, l'assertivité. Tu vois, étudier n'est pas fuir la vie. Étudier, c'est s'y préparer. Et cela n'a pas besoin d'être compliqué. Imagine quelque chose de simple. Tu prends un livre, papier ou numérique, et tu décides de lire 10 pages par jour. Juste 10. Tu peux faire ça dans le bus, dans le métro, avant de dormir, pendant la pause déjeuner. Pendant que beaucoup passent des heures à faire défiler l'écran sans se rendre compte du temps qui s'en va, toi, tu construis une structure mentale. En un mois, cela fait 300 pages. En un an, plus de 3600 pages. Cela transforme n'importe qui. Peut-être que tu te dis « mais je n'ai pas l'habitude ». Très bien, personne ne naît discipliné. La discipline se construit. Et c'est là qu'entre le côté humain de la chose. Tu n'as pas besoin d'avoir envie tous les jours. Tu dois simplement être honnête avec toi-même. Quand l'esprit dit « je lirai plus tard », tu réponds « 5 pages maintenant ». C'est ainsi qu'un stoïcien dialogue avec ses propres impulsions, sans violence mais avec fermeté. Imagine cette scène simple. 2 personnes affrontent la même situation difficile. Les 2 souffrent, mais l'une comprend ce qui se passe. Elle a des mots, des concepts, des références. Elle pense « ça fait mal mais ça fait partie de la vie, je sais quoi faire ». L'autre ne fait que ressentir. Elle se noie dans sa propre douleur, sans rien nommer. Laquelle des 2 veux-tu être? Étudier, c'est donner un nom à ce que tu ressens, comprendre ce que tu vis et élargir tes options intérieures. C'est renforcer l'esprit pour faire face à la réalité telle qu'elle est. Tu n'essaies pas de traverser une route sombre la nuit sans lumière. Mais c'est exactement ce que beaucoup de gens font avec leur propre vie. Ils affrontent des décisions, des conflits et des pressions sans clarté, sans préparation, sans direction intérieure. Un esprit entraîné éclaire le chemin. Un esprit faible réagit dans le noir. Je ne dis pas cela pour te rabaisser. Je le dis parce que je crois que tu peux faire bien plus que ce que tu donnes aujourd'hui. Tu n'es pas limité. Tu n'es pas incapable. Peut-être es-tu simplement rouillé. Et la rouille part avec l'usage, pas avec des excuses. Alors fais ceci. Choisis un domaine de ta vie qui te fait le plus mal en ce moment. L'argent, l'esprit, le sens, les relations, la spiritualité, le corps, n'importe lequel. Et engage-toi à étudier ce thème pendant 30 jours. Lire, regarder de bons contenus, prendre des notes, réfléchir. Tu seras surpris de la différence qu'un mois fait quand tu décides vraiment. Le stoïcisme n'exige pas la perfection. Il demande de la sincérité et de la constance. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de simple. Si ce message t'a réellement touché, écris dans les commentaires, comme un engagement envers toi-même. Je vais nourrir mon esprit tous les jours. C'est le premier pas pour devenir méconnaissable. Prendre soin de ton esprit comme on prend soin de l'or. Méthode numéro 2. Entraîne-toi pour ta santé et ta discipline. Maintenant, je veux te parler de ton corps, non pas comme quelqu'un qui juge, mais comme quelqu'un qui te regarde et qui pense « tu ne mérites pas de vivre fatigué, bloqué, avec des douleurs qui pourraient être évitées, parce que c'est exactement ce qui se passe quand on abandonne son propre corps. La vie devient plus lourde qu'elle ne devrait l'être. » Les stoïciens n'étaient pas obsédés par l'esthétique. Ils ne s'entraînaient pas pour impressionner qui que ce soit. Ils s'entraînaient parce qu'ils comprenaient quelque chose de simple et de profond. Sans un corps au minimum solide, l'esprit devient limité, enfermé, prisonnier de la fatigue. Musonius Rufus disait que le corps doit être endurci pour supporter les exigences de la vie. Il ne s'agit pas d'apparence, il s'agit de résistance. Il s'agit de pouvoir traverser la journée sans se sentir vaincu avant même que la nuit n'arrive. Pense à la façon dont tu arrives habituellement à la fin de la journée. Trop fatigué, sans énergie, sans élan. Tout irrite. Le moindre effort paraît excessif. Beaucoup de gens pensent que c'est uniquement émotionnel ou mental, mais la vérité, c'est qu'un corps négligé fait payer le prix fort. Douleur dans le dos, sommeil de mauvaise qualité, souffle court, paresse constante,
Et alors se met en place un cycle silencieux. Moins tu bouges, plus tu te sens mal. Plus tu te sens mal, moins tu as envie de bouger. S'entraîner ici n'est pas une punition, c'est un acte de respect. Du respect pour la personne que tu es aujourd'hui et pour celle que tu peux encore devenir. Épictète dirait quelque chose comme « Tu ne contrôles pas tout ce qui se passe à l'extérieur, mais tu contrôles la manière dont tu prends soin de toi. » Et prendre soin de soi passe inévitablement par le fait de faire bouger son corps. Peut-être que tu te dis « Je n'aime pas la salle de sport. Je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas par où commencer. » C'est d'accord, simplifions. Tu n'as pas besoin d'équipement coûteux, tu as besoin d'une décision. Marcher 20 minutes par jour, c'est déjà de l'entraînement. Faire des pompes en appui sur les genoux, c'est déjà de l'entraînement. Monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, c'est déjà de l'entraînement. S'étirer le corps au réveil, c'est déjà de l'entraînement. Ce qui compte, ce n'est pas de paraître impressionnant, c'est d'être constant. Imagine la scène suivante. 2 personnes se réveillent à la même heure. L'une se lève, boit un verre d'eau, fait 15 minutes d'étirement et quelques exercices simples. L'autre attrape son téléphone et fait défiler l'écran pendant une demi-heure. Sur une seule journée, la différence est presque invisible. En 6 mois, elle est flagrante. L'une dort mieux, ressent moins de douleur, fait davantage confiance à son propre corps. L'autre reste fatigué, raide, irrité partout. La question est simple et inconfortable. En laquelle de ces 2 personnes es-tu en train de te transformer ? Sénèque disait que l'imagination blesse souvent plus que la réalité elle-même. Cela vaut énormément pour l'entraînement. La peur de commencer est presque toujours plus grande que l'effort réel. Tu imagines que ce sera insupportable, humiliant, impossible. En pratique, l'entraînement, c'est juste ça. Toi contre toi, pendant quelques minutes. Tu n'as pas besoin de courir un marathon. Tu as besoin de te lever du canapé. Et il y a quelque chose d'encore plus important. S'entraîner n'est pas seulement une question de santé physique, c'est une question de discipline. Quand tu t'engages à bouger ton corps tous les jours, même sans envie, tu enseignes quelque chose de puissant à ton esprit. Celui qui commande ici, ce n'est pas mon humeur, c'est ma décision. C'est profondément stoïcien. Faire ce qui doit être fait, et non ce qui semble confortable sur le moment. Les jours où ta tête sera en plein chaos, l'entraînement agit comme une encre. Tu ne contrôles pas tout ce que tu ressens, mais tu contrôles si tu vas faire 10 sauts ou non. Terminer un entraînement, aussi simple soit-il, c'est une façon de te dire « Je suis encore là. Je n'ai pas renoncé à moi-même. » Cette fidélité envers toi-même renforce l'esprit bien plus que n'importe quel discours motivationnel. N'attends pas de te sentir motivé pour commencer. Commence aujourd'hui. Décide de marcher 10 minutes. Demain 15. Ensuite, ajoute quelques squats, quelques pompes, une planche de 20 secondes. Augmente progressivement, calmement, mais sans revenir en arrière. Tu n'as pas besoin de t'entraîner comme un athlète. Tu as besoin de t'entraîner comme quelqu'un qui se respecte. Quand ton esprit commence à devenir plus fort et que ton corps suit, tu fais un pas immense pour devenir cette personne méconnaissable, plus calme, plus solide et beaucoup plus résistante. Méthode numéro 3. Garder le silence pour se protéger. As-tu déjà remarqué comment, parfois, plus tu parles, plus tu deviens vulnérable, tu racontes tes projets, tes douleurs, tes doutes, et soudain tout semble empirer. Quelqu'un te juge, quelqu'un te dénigre, quelqu'un déforme ce que tu as dit, quelqu'un utilise cela contre toi plus tard. Et alors tu te dis « Je voulais juste être compris ». Mais il existe une vérité inconfortable, que presque personne ne nous enseigne. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à tes pensées. Tout le monde ne mérite pas d'entendre tes projets. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Ils savaient que l'exposition excessive fragilise, que plus tu montres, plus tu ouvres de failles. Et dans un monde où beaucoup observent, non pour soutenir mais pour comparer, critiquer et rivaliser, le silence devient une forme de protection consciente. Épictète disait que nous ne devons pas nous presser de partager tout ce que nous pensons, parce que la parole, une fois prononcée, ne retourne pas à l'endroit d'où elle est sortie. Ce que tu dis peut être interprété, mal compris, raconté de travers, exagéré. C'est comme lancer quelque chose de fragile dans un environnement rempli de mains négligentes. Ce que tu gardes, tu peux encore le revoir, le faire mûrir, l'ajuster en toi. Le silence fonctionne comme une table de polissage intérieur. Pense au nombre de fois où tu as regretté d'avoir trop parlé.
Tu as raconté un projet de changement de vie et tu as entendu « Ah, tu n'y arriveras jamais ». Tu t'es confié à quelqu'un et ensuite tu as senti que cette personne utilisait cela pour te rabaisser. Tu as parlé sous l'impulsion et tu as blessé quelqu'un ou créé un conflit inutile. Si tu étais resté silencieux quelques minutes, si tu avais respiré, réfléchi un peu plus, beaucoup de choses auraient peut-être été évitées. Garder le silence, au sens stoïcien, ce n'est pas être faible, ni de la soumission, ni de la lâcheté. C'est de la sélection. C'est un filtre. C'est une stratégie émotionnelle. C'est choisir le bon moment, la bonne personne, le bon mot. Et il y a un autre point important. Trop parler épuise ton énergie. Quand tu expliques trop qui tu es, quand tu justifies trop ce que tu ressens, quand tu essaies trop de convaincre les autres, tu commences à t'éloigner de toi-même. Tu vis pour être compris, pas pour être vrai. Et vivre en fonction de la validation extérieure a un coût élevé à l'intérieur. Le stoïcisme t'invite à faire l'inverse. Vivre aligné avec tes valeurs, même si personne ne comprend. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, pas pour le monde. Il ne courait pas après l'approbation extérieure. Il n'avait pas besoin d'annoncer chaque réflexion. Il gardait, il polissait, il vivait. Ce sont le temps et non lui qui ont diffusé ses paroles. Marc Aurèle est mort dans le silence. Son œuvre a parlé pendant des siècles. Tu n'as pas besoin de tout publier, de tout raconter, de tout exposer à tout le monde. Parfois, ce qui te détruit n'est pas ce que tu vis, c'est le degré auquel tu t'exposes. Je vais te donner des exemples simples de la manière dont le silence peut te protéger au quotidien, au travail. Au lieu de dire du mal de quelqu'un ou de te plaindre auprès de tout le monde, tu observes davantage, tu parles moins et tu choisis avec soin à qui t'ouvrir. Cela te protège des ragots, des conflits inutiles et des interprétations déformées. En famille, au lieu d'essayer de convaincre des proches qui ne veulent pas te comprendre, tu économises les explications, tu agis avec respect, mais tu préserves ton énergie émotionnelle. Dans ta vie personnelle, au lieu de raconter tous tes rêves et projets à n'importe qui, tu ne partages qu'avec ceux qui te soutiennent vraiment et tu laisses les résultats parler d'eux-mêmes. Le silence dans ces cas-là fonctionne comme un bouclier invisible. Il ne t'empêche pas de ressentir, il ne t'empêche pas de penser, mais il empêche que tout cela soit projeté dans un environnement qui n'est pas prêt à accueillir, seulement à juger. Cela ne veut pas dire que tu dois tout garder pour toi et souffrir seul. Cela signifie que tu dois mieux choisir où et avec qui tu t'ouvres. Parfois, il vaut mieux écrire sur une feuille, parler avec un thérapeute, avec quelqu'un de réellement digne de confiance, que de déverser ton monde intérieur sur n'importe quelle épaule disponible. Les stoïciens valorisaient l'introspection. Ils savaient que beaucoup de choses se résolvent à l'intérieur avant d'être amenées à l'extérieur. Quand tu te tais, tu écoutes davantage, pas seulement les autres, mais toi-même. Et souvent tu te rends compte que ce que tu allais dire dans le désespoir n'était qu'une impulsion passagère, pas une vérité profonde. Tu t'épargnes des regrets. Peut-être as-tu l'habitude de trop expliquer, de trop te justifier, de trop te défendre, comme si tu étais en permanence en jugement. Je veux te rappeler quelque chose avec bienveillance, mais avec fermeté. Tu ne dois ta vie à personne. Ton monde intérieur n'est pas une place publique. La prochaine fois que tu ressentiras l'envie de raconter quelque chose d'important à beaucoup de gens, fais un test stoïcien. Respire. Attends un peu. Écris ce que tu voulais dire, mais n'envoie rien. Demande-toi, est-ce que cela me protège ou est-ce que cela m'expose ? Cette personne a-t-elle vraiment besoin de savoir cela ou est-ce que je cherche seulement à être validé ? Beaucoup de réponses inconfortables apparaissent quand on se pose cette question avec honnêteté, mais elles libèrent. Tu commences à comprendre que le silence, à de nombreux moments, est la forme la plus mature d'amour de soi. Parce que plus tu apprends à te taire pour te protéger, plus tu deviens fort, entier et centré à l'intérieur. Méthode numéro 4. Adoptez une posture ferme. Avant même que quelqu'un entende un mot de votre part, il a déjà perçu quelque chose. Votre corps qui parle pour vous. La façon dont vous entrez dans un lieu, dont vous marchez, dont vous vous tenez, dont vous regardez dans les yeux ou dont vous vous repliez, construit déjà un message silencieux. Tout cela parle pour vous avant même votre voix. Et bien souvent, sans vous en rendre compte, vous dites au monde « Je n'ai pas confiance en moi ». Il ne s'agit pas d'être arrogant, ni de jouer à la supériorité, il s'agit de ne pas se diminuer face à sa propre vie.
Pensez à la façon dont vous vous tenez au quotidien. Tête baissée, regard constamment accroché au sol ou au téléphone, comme si vous évitiez le monde. Épaules tombantes, poitrine fermée, respiration courte, pas pressé, comme quelqu'un qui est toujours en retard dans sa propre vie. Bras croisés, corps tendu, présence cachée dans un coin. Maintenant, dites-moi, quel message ce corps transmet-il? Fragilité, insécurité, fatigue, manque de direction. Et le plus dangereux, c'est qu'avec le temps, vous commencez à croire que vous êtes tout cela, simplement parce que votre corps a pris cette forme. Les stoïciens accordaient une grande importance à la posture. Ils appelaient cela la dignité, l'expression visible du respect de soi. Marc Aurèle se rappelait constamment d'agir comme quelqu'un qui se respecte, même quand personne ne regarde. Ce n'est pas une mise en scène, c'est de la cohérence. Si vous cherchez de la solidité à l'intérieur, le corps doit accompagner cette décision. Cela commence par des choses simples et profondément pratiques. Relever légèrement le menton, regarder devant soi sans défi, ouvrir la poitrine, bien ancrer les pieds au sol, marcher sans traîner le corps. C'est comme aligner une boussole. Quand le corps s'organise, l'esprit trouve une direction. Quand vous redressez le corps, la respiration s'approfondit, l'esprit s'éclaircit et la présence s'élargit. Même sans dire un mot, quelque chose change à l'intérieur et le message est clair. Je me prends au sérieux. Imaginez une scène simple. Vous entrez dans un lieu important. Si vous entrez recroquevillé, c'est comme si vous vous excusiez d'occuper de l'espace. Si vous entrez avec calme, la colonne droite et le regard serein, l'environnement réagit différemment. Le respect change sans effort. Ce n'est pas du théâtre, c'est un alignement. Le corps devient cohérent avec la décision intérieure de se respecter. Je veux que vous fassiez un test dès aujourd'hui. Observez comment vous êtes assis, comment vous marchez, comment vous soutenez votre propre corps. Corrigez votre posture pendant quelques minutes et remarquez la différence. Parce que votre transformation ne se produit pas seulement dans les idées, elle apparaît dans la façon dont vous vous placez dans le monde. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici sur cette vidéo. La vie vous invite à occuper votre propre espace avec plus de fermeté, plus de calme et plus de conscience de qui vous êtes. Méthode numéro 5. Contrôlez l'envie de réagir. Vous avez déjà ressenti cette envie presque incontrôlable de répondre sur le champ. Quelqu'un vous pique, vous provoque, vous critique, et votre bouche essaie d'aller plus vite que votre esprit. Après avoir parlé, le regret arrive. Je n'avais pas besoin de dire ça. Voilà. La majorité des conflits de notre vie naît exactement là, non pas de ce que l'autre a fait, mais de ce que nous n'avons pas réussi à retenir au mauvais moment. Contrôler l'envie de réagir, ce n'est pas seulement se taire à l'extérieur, c'est apprendre à contenir l'impulsion à l'intérieur. C'est maîtriser le réflexe automatique. Les stoïciens savaient que le danger ne se trouve pas seulement dans les grandes décisions, mais dans les petites réactions qui passent inaperçues. Épictète enseignait que ce n'est pas l'insulte qui blesse, c'est le jugement que nous portons sur elle, et la plupart du temps, ce jugement sort par la bouche avant de passer par la raison. Pensez à des situations simples du quotidien. Vous êtes dans une discussion et vous ressentez l'envie d'avoir le dernier mot, juste pour ne pas sortir perdant. Vous entendez une critique et vous voulez déjà vous justifier, tout expliquer, prouver que vous avez raison. Vous entendez une remarque bête et vous ressentez l'envie d'être ironique, de répliquer, de gagner la conversation. Rien de tout cela n'est vraiment nécessaire, mais dans le feu du moment, cela semble obligatoire, presque automatique. Contrôler l'envie de réagir, c'est comme mettre un frein entre l'impulsion et l'action, comme retenir la bride d'un cheval avant qu'il ne s'emballe. C'est apprendre à créer ce petit espace entre le stimulus et la réponse, parce que c'est dans cet espace que vit le contrôle de soi. Marc Aurèle avait l'habitude de se rappeler à lui-même « Tu n'es pas obligé d'avoir une opinion sur tout, ni de répondre à tout, ni de t'expliquer tout le temps, ni de te défendre contre quoi que ce soit. » Dans la pratique, comment ça fonctionne? C'est simple, mais ça demande du courage. Quand vous sentez l'envie de répondre immédiatement, arrêtez-vous quelques secondes. Comptez mentalement jusqu'à 10. Cet intervalle paraît petit, mais il est suffisant pour que votre raison rattrape l'impulsion. Dans ce court espace, demandez-vous, ce que je veux dire va-t-il améliorer quelque chose? Va-t-il m'apporter de la paix ou davantage de problèmes? Est-ce nécessaire ou est-ce seulement mon ego qui veut apparaître? La plupart du temps, si vous êtes honnête,
Vous allez vous rendre compte que vous étiez sur le point de parler seulement pour soulager un malaise intérieur, pas pour résoudre quoi que ce soit réellement. Et alors, le silence devient un choix conscient, pas une façon d'avaler des choses. Vous ne vous taisez pas par peur, vous vous taisez par respect de vous-même. Contrôler l'envie de réagir vous transforme aussi en un meilleur observateur. Pendant que les autres se bousculent dans leurs paroles, vous écoutez davantage, vous comprenez mieux, vous voyez ce qui se cache derrière les mots. Cela vous donne un avantage énorme. Vous ne vous livrez pas trop facilement. Vous ne vous épuisez pas inutilement. Vous ne révélez pas vos cartes trop tôt. Dans les discussions au travail, dans les conflits familiaux, dans les conversations difficiles, celui qui parle moins et observe plus a tendance à sortir plus fort, pas plus faible. Si cette partie parle directement à votre manière impulsive de réagir, prenez maintenant un engagement simple envers vous-même. Écrivez dans les commentaires « Je choisis d'écouter plus que de parler ». Cette phrase n'est pas un signe de faiblesse, c'est un rappel de puissance. Parce que plus vous apprenez à faire taire l'envie de dire tout ce que vous pensez, plus vous devenez ferme, profond, difficile à lire et surtout difficile à manipuler. Méthode numéro 6. Ne laissez pas la peur vous vaincre. Tout changement véritable active une peur silencieuse. Ce n'est pas la peur de l'échec, c'est la peur du rejet. La peur d'agir différemment et d'être perçu différemment. De sortir du cadre que les gens connaissent déjà et de perdre la place que vous occupiez. Quand vous commencez à mieux vous positionner, à parler avec plus de clarté, à poser des limites, quelque chose en vous demande « Et si je n'étais pas accepté comme ça ?» Cette peur n'apparaît pas parce que vous vous trompez, elle apparaît parce que vous êtes en train de changer. Beaucoup de personnes n'abandonnent pas parce qu'elles n'y arrivent pas. Elles abandonnent parce qu'elles ne veulent pas affronter l'inconfort émotionnel d'être vues autrement. Il est plus facile de rester prévisible, accessible, celui qui ne dérange pas. La peur devient alors un frein invisible. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle vous dit d'y aller doucement, de ne pas exagérer, de ne pas trop changer. Les stoïciens comprenaient très bien ce mécanisme. Épictète a été direct en disant « Si tu veux progresser, accepte de paraître ignorant ou insensé aux yeux de certains. » Autrement dit, toute évolution exige un prix social avant d'offrir une liberté intérieure. Pensez à une scène simple, 2 personnes dans le même environnement de travail. La première commence à changer. Elle parle avec plus de fermeté. Elle cesse d'accepter tout. Elle soutient ce qu'elle pense. Elle change de posture. La seconde veut aussi changer, mais recule chaque fois qu'elle ressent de l'inconfort. Elle ravale ce qui dérange. Elle tolère ce qui blesse ses limites. Elle dit « ça va » quand ça ne va pas. Elle cède pour ne pas perdre l'approbation. Au début, la première crée de l'étrangeté. Les gens commentent, regardent différemment, prennent un peu de distance. La seconde est vue comme facile à vivre, compréhensive, sympa. Mais voici le point que presque personne ne remarque. L'une affronte l'inconfort à l'extérieur, l'autre porte l'inconfort à l'intérieur. Maintenant, la question qui définit tout, laquelle grandit à l'intérieur et laquelle passe sa vie entière à s'ajuster pour ne pas être rejetée. Et c'est précisément à ce moment-là que la peur tente de prendre le contrôle, comme si elle disait que changer coûte trop cher, que le risque n'en vaut pas la peine, qu'il vaut mieux rester comme on est. Mais la vérité est autre. Le prix de ne pas changer est toujours plus élevé. Rester petit pour tenir dans les autres présente une facture quotidienne. Vous vous contrôlez, vous vous expliquez trop, vous vous adaptez en permanence. Cela fatigue, use et corrode le respect de soi. La peur du rejet ne gagne que lorsque vous croyez avoir besoin de l'approbation pour exister en paix. Quand vous comprenez que le respect de soi passe avant l'acceptation, la peur perd de sa force. Elle ne disparaît pas, mais elle cesse de commander. Le changement ne demande pas un courage total. Il demande un pas conscient à la fois, une limite posée, une attitude maintenue, une décision tenue malgré l'inconfort initial. Comme un muscle, la fermeté grandit avec l'usage. Si vous ressentez de la peur en changeant, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de transition. Ne reculez pas. Traverser cet inconfort est ce qui sépare ceux qui évoluent de ceux qui passent leur vie entière à s'adapter. Si ce point vous a touché, observez où vous vous retenez par peur de déplaire, ce que vous évitez de faire non par incapacité, mais par crainte d'être jugé. Écrivez dans les commentaires « Je ne vais pas reculer ».
Cette phrase n'est pas pour les autres, elle est pour vous. Parce que chaque fois que vous soutenez ce que vous êtes en train de devenir, même avec peur, vous cessez de vivre en mode défensif et vous commencez enfin à vivre en mode choix. Méthode numéro 7. Devenez méconnaissable. Ce mot ne veut pas dire changer pour que les autres disent « Waouh ». Il signifie changer au point que vous puissiez regarder en arrière et penser « Je n'arrive pas à croire que j'acceptais de vivre comme ça ». Les stoïciens ne voulaient pas être remarqués. Ils voulaient être transformés de l'intérieur. Marc Aurèle a écrit quelque chose qui tombe parfaitement ici. Le caractère ne se discute pas, il se construit. Ne gaspille pas ton énergie à définir le bien. Utilise cette énergie à vivre le bien. Devenir méconnaissable ne commence pas par une coupe de cheveux, un nouveau vêtement ou une photo différente sur le profil. Cela commence par de petites décisions, presque invisibles, que personne n'applaudit, mais que vous savez être en train de prendre. C'est comme ajuster le gouvernail d'un navire en silence. De l'extérieur, la trajectoire semble la même, mais à l'intérieur, la destination a déjà changé. Cela commence au moment où vous dites « Je refuse de continuer à être la même personne qui se sabote ». Devenir méconnaissable est une somme de changements silencieux, pas une annonce publique de transformation. Vous qui vous réveillez en retard, vous commencez à vous lever un peu plus tôt, même sans envie. Vous qui mangiez n'importe quoi, vous commencez à faire de petits choix plus conscients, sans radicalisme. Vous qui discutiez pour tout, vous commencez à choisir le silence plutôt que la réaction automatique. Vous qui acceptiez n'importe quoi juste pour ne pas être seul, vous commencez à mieux sélectionner avec qui vous marchez et où vous placez votre énergie. Ce n'est pas une révolution d'un jour, c'est une accumulation de micro-ruptures avec l'ancienne version de vous-même. Pensez à une scène simple. Avant, vous arriviez dans un groupe et entriez dans la conversation en parlant fort, en essayant d'être drôle tout le temps, en voulant prouver votre valeur, en voulant être vu. Maintenant, vous arrivez. Vous observez davantage, vous parlez moins. Vous ne vous impliquez pas dans les ragots. Vous ne ressentez plus le besoin de plaire. Au début, les gens trouvent ça étrange. Tu es différent. Tu es trop silencieux. Tu te prends pour quelqu'un maintenant? Non. Vous ne vous prenez pas pour quelqu'un, vous revenez à vous-même. Il est très courant que, lorsque vous commencez à aller mieux, ceux qui se sentaient à l'aise avec votre version faible essaient de vous ramener en arrière. Ça fait mal, je sais. Mais cela fait partie du processus pour devenir méconnaissable. Cicéron disait que celui qui choisit un chemin différent dérange inévitablement ceux qui préfèrent de rester immobiles. Vous allez déranger. Quand vous commencez à étudier, à vous entraîner, à vous taire davantage, à mieux choisir, ceux qui ne veulent pas bouger tentent de vous déstabiliser. C'est là que le stoïcisme intervient. Ne pas réagir comme avant, ne pas revenir pour plaire, ne pas s'excuser d'être en train d'évoluer. Être méconnaissable, ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de contraste. Vous n'avez pas besoin d'être meilleur que le monde, vous avez besoin d'être très différent de la personne que vous étiez hier. Avant, vous fuyiez l'inconfort, vous vous victimisiez, vous rendiez tout le monde responsable, vous parliez sans réfléchir. Maintenant, vous affrontez l'inconfort comme une partie de la croissance, vous assumez la responsabilité, vous réfléchissez avant de réagir, vous parlez moins et vous observez davantage. Et savez-vous ce qu'il y a de plus intéressant? Quand le changement est réel, vous n'avez même plus envie de l'exhiber. Vous n'avez pas besoin de poster nouvelle phase, nouveau moi, nouvelle version. Vous vivez tout simplement. Et la vie, avec le temps, montre. Les gens le perçoivent dans votre regard, dans vos réponses, dans vos attitudes. Je vais vous donner un exemple simple. Avant, n'importe quel message qui mettait du temps à recevoir une réponse vous rendait anxieux, créant des histoires dans votre tête, cherchant l'approbation. Aujourd'hui, vous ressentez l'inconfort, mais vous ne vous y noyez pas. Vous respirez, vous revenez à ce que vous êtes en train de faire, parce que votre vie intérieure est devenue plus riche. Voilà ce que signifie devenir méconnaissable en silence. Avant, vous insultiez au volant, vous explosiez pour un rien. Une critique détruisait toute votre journée. Aujourd'hui, vous sentez encore l'irritation monter, mais vous choisissez de ne pas l'alimenter. Vous pensez « Est-ce que cela est sous mon contrôle ?» Non. Alors je ne vais pas confier à cela le volant de mon humeur. Cela semble petit, mais c'est gigantesque. Quand vous changez votre façon de réagir, vous changez tout.
Vous ne changez pas seulement votre image, vous changez votre destin. Et il est important de comprendre, devenir méconnaissable, ce n'est pas jouer un nouveau personnage, c'est retirer ce qui n'a jamais été vous en vérité. L'insécurité, le besoin excessif de plaire, la peur constante d'être rejeté, la manie de trop parler, de trop s'expliquer, ce n'est pas vous. Ce sont des couches que la vie a déposées sur ce que vous êtes. Votre vrai vous est plus calme, plus ferme, plus profond que cette version impulsive à laquelle le monde s'est habitué. Ce processus prend du temps, mais il commence par une décision directe. Je ne vais plus vivre en répétant la même histoire. Pour cela, vous devrez accepter que certaines personnes s'éloignent, que certains environnements cessent d'avoir du sens, que certaines conversations ne vous correspondent plus. Cela fait mal au début, cela ressemble à une perte, mais en réalité, c'est de l'espace qui se crée. De l'espace pour de nouvelles habitudes, de nouvelles connexions, de nouvelles opportunités alignées avec la personne que vous êtes en train de devenir. Si vous sentez que le moment est venu d'arrêter de vivre en répétition et de commencer à vous reconstruire, écrivez dans les commentaires comme un engagement envers vous-même. Je choisis de devenir méconnaissable. Écrivez-le, relisez-le, laissez cette phrase résonner. Parce qu'à partir du moment où cette décision se produit à l'intérieur, le monde extérieur, tôt ou tard, reconnaîtra cette nouvelle version, même si vous n'avez jamais besoin de l'expliquer. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, laisse un like, abonne-toi, commente et partage. Ici, nous continuons à nous renforcer et à apprendre. Merci d'avoir regardé.